Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis, peu importe l'application sur laquelle vous nous entendez. On vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. On apprécie aussi les gens qui nous écrivent. J'ai de plus en plus de courriels, soit des questions particulières sur un sujet, soit des gens qui m'entendent à Radio Pirate. J'ai parlé d'un sujet, ils veulent avoir plus de détails, des suggestions. Il y en a qui me font des listes d'invités potentiels. Des fois, on peut pas, mais des fois, il y a franchement de très bonnes idées. J'ai une bonne liste, je dirais, j'ai une panoplie de lignes à l'eau présentement pour les prochaines semaines, donc j'apprécie beaucoup. Gênez-vous pas, c'est sur gilesparent.com, en haut à droite, vous allez avoir ça facilement. Vous pouvez m'écrire ou encore même m'envoyer un message vocal. On est tellement 2024. Simon Saint-Hilaire est chroniqueur, conférencier, formateur professionnel, l'ami des entrepreneurs depuis plus de 30 ans, un régulier avec nous depuis des années. Bonjour Simon, comment vas-tu? Ça va bien, Gilles, et toi? Ah, très bien. Très content de te voir. C'est réciproque. Je suis content d'être... C'est toujours le fun, d'abord. Oui. Et puis, les gens m'en parlent, hein? Les gens m'en parlent. C'est ça, en fait, on fait des podcasts, mais c'est la radio spécialisée, comme on le voyait, et les intérêts communs, on se rend compte que, évidemment, la réalité, c'est qu'avec Parents et amis, dans une semaine, c'est entre, mettons, 3500, 5, 6, 7 000 personnes qui écoutent. C'est quand même beaucoup de monde pour le podcast. Absolument. Ben écoute, c'est pas Joe Rogan à 1 million, là, mais quand même. C'est un marché différent. Oui, complètement. C'est un contexte différent aussi. Complètement. Mais les gens m'en parlent. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je fais la route entre Montréal, Québec ou peu importe où, en vous écoutant. Ils aiment ça. Et puis, ils ont pris l'habitude. Ils écoutent tes podcasts. Parce que 5e année, il y a des gens qui créent l'habitude. Ils l'attendent. Et puis, les gens aiment ce format-là, le fait qu'il n'y a pas de pub, on s'en va, on roule, on a un sujet. Puis ça devient une conversation souvent aussi, de l'échange. Quand tu te connais, c'est encore plus ça. J'ai un client qui me disait, du jase avec vous autres. Ou sacré. C'est là! Tu sais, quand t'es pas d'accord, hein, t'engueules ton tableau de bord. J'ai l'impression que d'abord que vous êtes comme assis autour d'un feu de foyer. Ouais, puis on jase ensemble. Et puis des fois, là, je me mêle à la conversation. C'est vraiment intéressant. Mais moi, j'adore. Je m'amuse. Effectivement. Donc, on a un bon programme. Puis comme on le fait souvent, on va s'intégrer à l'actualité. Puis j'ai pas le choix de dire que c'est drôle parce que je disais à ma blonde, j'ai dit, faudrait que je m'habitue aux éclipses totales parce qu'elle dit, c'est aux 100 ans. La prochaine, ce sera pas toi. La prochaine génération. Mais parce qu'il y avait l'éclipse cette semaine, puis j'ai pensé, tu sais, toi qui travailles avec les travailleurs, les PME, je me disais, d'après moi, lundi après-midi, productivité... Ça devait être nul. Oui, c'est sûr. Je suis certain. Puis je pense qu'à mon avis, puis je vais avoir le tien, les entrepreneurs comprenaient complètement. J'espère, en tout cas. Moi, je trouve que il y a des gens qui ont fait référence à une activité de team building. Tu sais, il y a comme on a vécu de quoi. Les entreprises sortaient. Family building aussi. On a vu beaucoup, hein? Ah oui, les gens, il y en a qui ont fait des barbecues, il y en a qui ont fait des genres de tailgate Eclipse. Ben voyons, faut que je te parle de ça. Moi, Simon, je me suis dit, OK, parfait. C'est drôle parce qu'à la base, je croyais même pas ce que je disais à ma blonde. J'ai dit, là, aujourd'hui, il faut pas oublier que c'est scientifique, c'est astronomique, la patente. Elle dit, laisse faire le scientifique. On arrive là, les caisses de bière, la chaise de parterre, il y en a qui avait leur petit barbecue, puis après ça, les chips, ça sort, les sandwichs. Fait que finalement, c'est un party, là. C'est des émotions. Complètement. C'est vraiment purement des émotions. Moi, je me suis rendu à Sherbrooke parce que je savais... Arrête, t'étais au cœur de l'affaire, là. Gilles, je m'étais réservé une chambre d'hôtel il y a quelques mois. Est-ce que tu savais? C'était pour ça? Ah oui, c'était pour ça. Mon agenda, là, c'était fait que le 8 avril, je refusais tous les contrats. T'étais à Sherbrooke. J'étais à Sherbrooke. C'était une volonté pour moi. J'avais réservé. Dans la semaine précédente, le 8, j'ai eu 3 fois un appel d'hôtel. Vous êtes sûr que vous allez venir, là? Ah, tu as revendu ça 15 fois, là. En Estrie, c'était 100% de taux d'occupation. C'était 99%, alors qu'habituellement, c'est 31%. Est-ce que ça se voyait, les autos dans les rues partout, de monde? J'ai rencontré des gens d'Argentine qui étaient là pour l'éclipse. Ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour ça. J'ai quelqu'un qui était du Texas, alors que le Texas, il y avait le Mexique et tout ça, mais... Quand ils ont vu la température qui se dessinait, il y en a qui ont décidé de, si je me prends un vol... on s'entend, tu peux pas le manquer. Tu veux pas le manquer, il faut que tu sois où il va faire ciel clair. Totalement, tu peux pas manquer ça. Et c'était... Moi, j'ai adoré. Je savais pas... J'avais déjà vu une éclipse partielle, plus jeune. Moi aussi. Et puis, mais j'avais lu les phénomènes. La boîte à souliers quand on était à l'école. Exactement. Parce que j'en ai vu. Moi, j'étais sur les plaines, le rond des plaines, à Hauteville. Puis il y avait quand même beaucoup de monde qui était là. Puis j'ai vu qu'il y avait encore les vintage
stage avec les boîtes à souliers. Puis je dis, comment ça marchait? Il y a un petit trou. Je me rappelais plus exactement, mais j'ai dit, ça m'a marqué quand j'étais jeune. On ramassait des boîtes à souliers, dépêchez-vous, l'éclipse s'en vient. Mais c'était en 74, je sais pas les dates, il y a eu plusieurs éclipses. C'est là que je l'ai vu moi aussi. Je me souviens au primaire, effectivement. Tu me relates ça. Puis, et c'est ce que je disais dans les dernières semaines. Je me souviens de ma boîte de souliers qu'on avait. C'était une belle activité. Je trouvais que c'était une belle occasion pour les écoles de parler de science, de parler de mathématiques. Moi, je te passerai. Je sais pas. Ma blonde et moi, on a levé la tête complètement. Fait qu'on, là, moi, j'ai dit, c'est cette semaine, je pense que c'est aujourd'hui, lundi matin. Wow, j'ai des lunettes, t'as un peu, là, bonne chance. Puis évidemment, la plupart des commerçants, pour éviter d'abord de se faire déranger à multiples reprises, ils avaient mis des affiches dans les vitres. On n'a pas de lunettes ou il n'y en a plus. Il n'y en a pas, on n'en a plus. Fait que là, il est 1h30 de l'après-midi. C'est pas mal proche. Ça s'en vient. Puis à un moment donné, Véro a dit, j'ai vu le fameux Facebook, elle dit, j'ai vu qu'au Cégep Garneau, il y en a. Ils en ont eu ce matin, puis il en reste encore. Quelqu'un vient d'y aller il y a une demi-heure. Oh, j'ai dit, attends un peu. Moi, je suis pas si loin, fait que 10 minutes d'auto, je vais y aller. Fait que je m'en vais là. T'aurais ri, là, d'abord. Je rentre à l'entrée principale, en fait, ça s'appelle le local A, là où est l'administration, mais effectivement, il y a plein d'étages. Moi, je suis jamais allé à Garneau, j'ai été étudiant du Cégep Sainte-Foy. Puis ça n'a jamais donné, tu sais, des fois, un spectacle, pantoute. J'ai déjà été à l'extérieur pour du sport avec mes fils, mais j'étais jamais rentré. Fait que je rentre, puis là, je descends. Le gars dit, les escaliers en bas, t'as place. Parfait. Là, j'avance, puis là, je vois qu'il y a comme une procure, un magasin qui ressemble à ce qu'il y a à l'Université Laval. Là, avec une genre de coopérative. Ouais, exactement, les livres, les revues, toute la patente. Je vois ça, je leur demande, non, c'est un peu plus loin. Fait que là, il y a quelqu'un qui me voit, il dit, bonjour, monsieur Parent, êtes-vous perdu? On va dire 40 ans plus tard, là, qu'est-ce que vous faites ici au Cégep? J'ai dit, peut-être. Ben, il dit, ce qui est très drôle, il dit, les lunettes sont à vente à la salle des pas perdus. Fait que ceux qui sont allés au Cégep Garneau ou qui ont connu... Je suis allé là, moi. Tout le monde connaît cette salle-là. Mais là, je suis arrivé, je dis, incidemment, je suis perdu. Aidez-moi. Fait qu'il m'a amené là-bas. C'était très drôle. Fait que j'ai eu mes lunettes, finalement, à dernière minute. On était vraiment à dernière minute. Mais après ça, je disais à ma blonde, on aurait... En fait, c'était comme philosophique à Saint-Saëns. Je me disais, on aurait trouvé ça épouvantable de manquer ça. Puis elle m'a dit, ben là, si on l'avait manqué, on souffrirait pas d'action. On l'aurait pas vu. On aurait vu à la TV. Puis d'une certaine façon, j'étais content, un peu comme toi, je n'ai pas été aussi loin que toi, mais il y en a plusieurs qui sont déplacés pour avoir à Saint-Georges, par exemple, mais pour le voir mieux. Mais en même temps, vois-tu, j'étais content de le vivre, comme disent nos jeunes, en live, parce que la couverture était démesurée, puis à un moment donné, c'est pas aussi excitant de savoir que deux jeunes qui ont pleuré en regardant ça, c'est plus le vivre toi-même, puis voir autour de toi comment ça se passe, puis comment les gens, d'une certaine façon, enlèvent souvent leurs lunettes pour voir ce qui se passe. Tout le monde veut voir comment tout le monde réagit. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il a dû te marquer plus. Parce que nous autres, c'était à 98% à Québec. C'est pas pareil. Donc, c'est venu sombrette, mais pas plus. Sauf qu'à Sherbrooke, c'est venu noir. Écoute, t'as un fils qui est là-bas, toi. Oui, qui étudie en médecine là-bas, c'est sûr. Lui, puis il avait vécu une expérience parce que tu ouvres la porte. Il était avec des étudiants. En fait, il est en stage. Il est en psychiatrie. Fait qu'eux autres, ils ont décidé d'amener plusieurs patients qui sont là à un certain étage pour le voir en équipe, en gang. Fait que, tu sais, c'est particulier. Quel était l'objectif pour les patients? C'était de partager uniquement ou il y avait l'impression qu'il y avait... Ben non, mais en même temps, c'était juste de montrer que quelque chose d'exceptionnel. Puis souvent, c'est des gens qui ont toutes sortes de comportements différents. Mais tu sais, il y en a que c'est personnalité limite, d'autres, je suis vraiment pas spécialiste pour te dire ça, mais il y en a qui ont des périodes qui vont très bien, puis d'autres périodes, ils retombent, tout ça. Fait qu'ils sont pas tous en crise. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, mais c'est aussi d'être valorisé dans ça, de pas être mis de côté. Il y a un événement, on va participer avec vous. Fait que c'était ça. C'était inclusif comme événement. Ça coûtait pas une fortune, qu'on le veuille ou non. Ben, moi, j'avais commandé 25 paires de lunettes. J'ai payé une pièce chaque. Non, mais si j'en avais manqué, ça aurait été juste de ma faute. Non, mais c'est sûr qu'il n'était pas très cher. Ah oui. Mais j'avais commandé ça parce que je voulais être sûr que mon père en aille, que sa conjointe tout le monde en autour. aille, que ma belle-mère, que mes filles, puis tout ça. Je suis niaiseux, mais ça me fascine, moi, ce qui se passe dans le ciel, ça me fascine. Est-ce que c'est parce que j'ai sauté en parachute? Je pense pas. Plus jeune, j'aimais ça. Ouais, mais, sais-tu, moi, t'as dû penser à la même chose que moi. Je savais pas que ça s'était fait, puis j'ai trouvé ça le fun de savoir, il y a des compagnies aériennes qui ont fait des vols. Oui.
avec des protections, tout ça, mais qui sont allés dans le ciel pour voir ça, puis il y en a qui étaient prêts à payer très cher, puis qui l'ont fait. Southwest Airlines l'a fait. Je sais pas, ça a dû se faire au Canada aussi, je ne sais pas. Aux États-Unis, pas mal. Il y a même des gens qui ont sauté en parachute pendant l'éclipse. C'est organisé. Il y en a qui ont démarré la saison. Ça devait être pété, ça. Ah oui, ils ont devancé. Il était, je crois, 16. Et puis, donc, ça devait être un genre de Cessna Caravan. J'ai pas lu là, sur ces détails-là, mais ils ont vraiment sauté en fonction d'être là lorsque l'éclipse serait... et ça devait être absolument extraordinaire parce que moi, j'ai fait beaucoup de sauts de nuit. Hein. À chaque pleine lune, on faisait des sauts de nuit. En parachute? En parachute. Alors, c'était seulement les soirs de pleine lune. Alors, c'était... Pourquoi? À cause de la luminosité. Okay. Et puis, on mettait nos voitures, comme dans les films, on mettait nos voitures dans le champ. Parce que ça, avec des lumières? Ben oui, des lumières allumées? Exactement. Donc, on s'assurait, fallait pas que tu arrives face aux voitures, bien sûr. Donc, tu atterris toujours face au vent. Hein? Alors, fait qu'on mettait ça dans le sens inverse. C'est comme les avions, vraiment? Comme les avions. Alors, nous autres, quand on était dans l'avion, on était sûr de pas regarder notre altimètre parce que c'était fluorescent. Il fallait habituer notre vision à l'obscurité. Et là, tu sautais, t'entendais juste la voile de ton ami qui était un petit peu plus loin. Mais c'était-tu la coche la plus pétée de ce que tu as fait? Ben, j'ai sauté en montgolfière qui était assez trilant aussi en montgolfière parce que quand, mettons que tu roules, je sais que tu n'as jamais fait ça, mais mettons que tu roules à 100 km/h, tu jettes ta gomme en auto, en roulant, elle tombera pas tout de suite. Hein? Fait comme prendre sa place dans le vent, puis elle va éventuellement tomber. Si tu étais à une lumière, tu laisses tomber ta gomme, elle tombe immédiatement. Ouais. En montgolfière, c'est comme si tu laissais tomber une gomme alors que tu as une lumière. Tu sens pas que tu es porté par le vent. Alors que quand tu sautais d'un avion, tu te sens porté par le vent. Alors, les premiers... à peu ta près comparaison est bonne, je le vois, là. Ouais, et c'est vraiment, là, tu te sens tomber. Et ça, c'était cool parce que tu avais du monde qui, eux, sautaient pas, qui te regardaient, qui te faisaient des critiques, qui disaient « Mais voyons donc, tu sauteras pas en bas. » Puis tout ça. Mais alors, sauter la nuit, pour moi, en termes de trip, de feeling, c'est mes plus beaux souvenirs. C'était le fun. Quand tu as vécu, revenons à l'éclipse 2 secondes, parce qu'on va probablement parler de la PME dans quelques secondes, mais quand mon fils qui l'a marqué parce qu'il est à Sherbrooke comme toi, fait que je présume que tu as vécu la même chose, il dit ce qu'il a trouvé le plus flamboyant, le plus exceptionnel, c'est la baisse de 10 degrés de température en 1 seconde et demie. Je partage son sentiment. Je suis resté en T-shirt parce que je voulais vraiment le sentir. Et j'étais à l'extérieur. Tu savais que ça ferait ça, là. Je savais. Et puis, j'avais une chaise, je m'étais installé, j'avais ma chaise, tout ça. Puis mon spot était fantastique où j'étais. Et c'est venu froid, là. Je suis pas un frileux d'avance, mais c'est venu froid, je le sentais. Instantanément. Tu vois la force du soleil. Et les applaudissements aussi. Les gens applaudissaient. Ah oui? Les gens applaudissaient. C'est quelqu'un qui... Les gens étaient contents. Et moi, je me suis installé... Tout le monde t'a reconnu? Presque. Moi, mais j'ai mis mes lunettes, Gilles, pas qu'ils me reconnaissent. Mais moi, j'avais une place de réservée au centre de foire. Il y avait une activité fantastique. OK. Je suis allé et je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Et je suis plate, là, mais j'ai dit, je vais m'éloigner un petit peu. Alors, je me suis installé dans un terrain de centre de show. Il y a le sale que les gens connaissent, là. Donc, tu as une vue surélevée. Il y avait le Boston Pizza à côté. Il y avait des gens sur le toit. Les gens ont monté, les employés. Les gens du sale, les employés sont sortis. Le GISC en arrière aussi. Et les lumières ont allumé. Les lumières des enseignes ont allumé quand l'obscurité est apparue. Et à cause du LED ou du système automatique, ouais. Et puis au loin, on voyait également les lumières routières là, qui étaient. As-tu eu l'impression que la ville était arrêtée et que tout le monde regardait ça? Oui. Totalement. C'est rare qu'on voit ça, là. Écoute, totalement. Comme je te dis, des gens de l'Argentine, Texas, le nord des États-Unis, du monde partout, dans le fond. Vancouver, qui étaient là uniquement pour ça. Comme je disais, c'est 99% de taux d'occupation. C'est ce qui est unique à cette période-ci, parce qu'après Pâques, qu'il y a un creux qui s'installe. Donc, pour le commerce, ça n'a pas été mauvais. C'était fantastique. Les restaurants, il y en a qui ont manqué de stock. Ils n'avaient pas prévu que ça irait aussi fort comme ça. Il y avait des food trucks qui s'étaient installés. Ils ont tous manqué de stock. Pour l'économie, on parle de 6 milliards, et ça vient de Gilles, ça vient de Luc, Luc Dupont, qui l'a mentionné, là, 6 milliards de retombées aux États-Unis pour Caroline. Ça. C'est plus que la tournée Taylor Swift. Et alors, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de ridiculiser ça. C'est correct, je respecte ça, mais hey, ça fait longtemps qu'on a fait de quoi, depuis la pandémie, là, à peu près toute la population a fait de quoi de positif ensemble. Qui coûte pas grand-chose, qui était accessible à tout le monde. Mais tu sais, en même temps, je trouve ça...
je sais pas, si ça t'intéresse pas, c'est parfait, tu t'en occupes pas. Regarde-le pas. Mais pourquoi prendre les réseaux sociaux puis détruire ça? J'ai trouvé ça tellement con, toi. inutile, hein? Ouais. Inutile. Enfin, avoir la crise de paix, puis je voyais des affaires. Mais de quoi? C'est là où j'ai été dérangé, moi, par contre, c'est notre position au niveau scolaire dans les dernières semaines. Moi aussi, j'ai pas aimé ça. Je trouve que les adultes, je parle pas les parents, juste les parents, là, je parle des adultes, les commissions scolaires, les centres de services scolaires, les ministères, tout ça. On doit aussi donner du courage aux jeunes. On a puis faut les protéger, il faut les encadrer, mais on doit aussi leur donner du courage. Et là, on a fait totalement l'inverse. C'est une belle façon d'enseigner puis de faire participer à une activité sociale, publique, civile et étudiantine s'il faut, et de montrer, de préparer les enfants à qu'est-ce qu'ils vont voir, l'importance que ça a. Je pense qu'on a raté une occasion exceptionnelle de faire de la pédagogie, mais vraiment réelle, sur un phénomène extraordinaire auprès des étudiants. On pouvait faire de l'histoire, les populations. Tu sais, nous autres, on a trouvé ça fantastique. On est en 2024. Imagine-toi, dans l'Antiquité, les Chinois avaient des espèces de planificateurs scientifiques. Leur job, c'était de planifier la prochaine éclipse. Puis quand ils manquaient leur coup, ils étaient exécutés. C'est une job stressante, ça. Puis tu vois qu'à peu près toutes les religions, il y avait quelque chose. La religion catholique, c'était Dieu qui envoyait des signaux aux gens. L'interprétation, oui. C'est Marjorie Taylor Greene, d'ailleurs, qui a été encore très édifiante, là, qui a dit que l'éclipse et le récent tremblement de terre à New York, c'était Dieu qui envoyait des signes aux Américains, puis qu'elle espérait que la population allait se repentir et qu'elle allait écouter. L'interprétation, ça, c'est autre chose. Puis quand on mêle la religion à ça, c'est ce qui n'est pas rare, là, et le mythique, le mystique, il y a de tout. Mais il y avait quand même matière extraordinaire pour nos jeunes, que plusieurs l'ont évité. Puis en même temps, sais-tu, je pense que ça va de la crainte de prendre des chances puis d'avoir du risque. Tu sais, quand on disait à la blague, tout le monde qui est allé en vacances à toutes sortes de places dans le monde, puis tu arrives, je sais pas, en bord de mer, il y a des roches, puis tu te dis, tout le monde fait la même blague, mais dit, si on était au Québec, le CNSST mettrait des barrières, faudrait être attaché, des baudriers, ça prendrait partout des rampes, parce qu'on peut tomber, on peut se tuer, puis il y a de l'antidérapant, puis tu comprends? On exagère, mais en même temps, on a peur d'avoir peur. J'aime ça, ce que tu dis là. Puis c'est en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui, parce que complètement. Il y a l'aspect business, hein, comme on dit, il y a eu des retombées économiques fantastiques, mais les jeunes, c'est eux autres qui vont être sur le marché du travail tantôt. On voit les aides aujourd'hui, différentes choses, puis on s'en parlera, sauf que au même moment, dans les derniers jours, il y a eu une école, l'école secondaire des Grands Coteaux à Sainte-Julie, du Centre des services scolaires des Patriotes. Et je le mentionne parce que ça vaut la peine. Les étudiants secondaire 4 et secondaire 5 avaient un voyage planifié depuis longtemps au Costa Rica. Ils ont ramassé leurs sous, il y a eu des activités, il y a une excitation, tout ça. Et dans les dernières semaines, ils ont annoncé, le Centre des services scolaires a annoncé que les jeunes n'auraient pas le droit à la baignade ni en mer ni en piscine parce que il n'y avait pas de surveillants qui étaient certifiés officiellement pour ça. Il y avait la tyrolienne qui est bien connue au Costa Rica, c'était interdit à cause des dangers. Il y avait une initiation de surf, c'était interdit. Il y avait également un rafting léger, c'était interdit. Il y avait 4 autres activités qui ont été interdites. Puis je me dis, tantôt, on va se dire que ces jeunes-là ne prennent pas d'initiative au travail. On va dire qu'ils réagissent mal au stress parce qu'on voit ça chez les aides. Partout. Et c'est... Ça, j'ai trouvé que c'était, comme tu dis, on a peur d'avoir peur, on fait de l'angoisse préventive. Et je ne sais pas si c'est installé avec la pandémie, mais je te rappelle que dans les dernières années, on a changé la date de l'Halloween aussi. J'aime pas ce courant-là. Ça me dérange. Essayer de prévenir de tout problème possible. Puis dans le fond, c'est que ça t'enlève l'initiative. Ça t'enlève le goût de dépasser puis de faire des choses, de pousser un peu tes limites, dans le fond. Fais-toi mal. Tes enfants sont blessés. Oui. C'est ça. Oui. Hein? Puis chez nous on a tous pris des débarques. Puis on souhaite pas ça, mais en même temps, c'est parce qu'on a eu la chance d'être assez libre pour faire toutes sortes de choses. on va l'évoquer un petit peu, mais commençons notre tour d'horizon aujourd'hui, Simon, par la génération Z. Il y a plusieurs employés
employeurs qui n'arrachent pour comprendre. Puis peut-être qu'elle est dure à suivre aussi. Là. Qu'est-ce que tu entends auprès de tes clients, les gens? Parce que t'es quand même l'ami des PME. Écoute, effectivement, ils la trouvent difficile à suivre. Okay. Ils ont des attentes différentes, vraiment des attentes différentes. Les milléniaux ont été, d'abord, sont intéressés à l'inclusivité. Hein. On a commencé à amener ça avec les milléniaux. Oui. Les aides, c'est pas un intérêt, c'est une préoccupation. Il faut que ça soit là. C'est quel âge, ça, les aides, grosso? Les aides, c'est 80... Je m'excuse, là, je suis pas fin, je l'ai dans mes notes, mais pas ici. C'est entre 98 et 2000... 2, 3, 4, dans ce coin-là? 2000, plus que ça, 2010. 2010, à peu près dans ces eaux-là. Okay. Je m'excuse, mais c'est dans ces eaux-là. Non, mais moi-même, je devrais savoir. Et puis, j'aurais dû me le renoter. Et puis, tu vois, mon garçon est né en 95. Okay. Et puis, ma fille est née en 97. Mon garçon est sur la fin des milléniaux et ma fille... alors, et quand on regarde les aides, bien, c'est ça. Ils ont des préoccupations. Pour eux autres, ils en ont fait des préoccupations. L'inclusivité, pour eux autres, c'est une préoccupation. C'est pas juste une réflexion qu'ils ont. Les milléniaux, c'est une réflexion. Eux autres, c'est une préoccupation. Ils veulent s'assurer que leurs collègues vont être bien, qu'il y a une chance égale pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel ça crée du souci à ce niveau-là. Mais ils ont une volonté différente. C'est-à-dire que ils veulent des congés de journée de fête. Ben oui. Ils veulent des journées de maladie. Ils veulent des journées pour la maladie mentale. Ils veulent des journées pour les repos. Ils veulent toutes des choses comme celle-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup de... Ils s'attendent de recevoir beaucoup de choses. Le travail est comme... C'est plus jeune, on disait qu'à une époque, on disait que les gens se définissaient beaucoup par leur travail. Hein? Puis ils étaient vraiment là, moi, je fais ça comme travail et tout ça. Les aides n'ont pas cette préoccupation-là. Ils ne se définiront pas par leur travail, mais ils aiment qu'on leur donne un rôle. Alors, comme je te dis, il y a des choses qui leur sont dues, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour nous autres. On avait une job, tu as 2 semaines de vacances, puis éventuellement, tu en auras 3, puis éventuellement, tu en auras 4. Vérification faite entre 95 et 2010. On était dedans. On n'était pas pire, hein? Parfait, bravo, on Simon. est fort. Génération Z. À 2, on fait pas pire. Mais on leur reproche certaines choses. Et on leur reproche, entre autres, le manque d'initiative. Et c'est ça. On a parlé tantôt, on les aide-tu à en avoir de l'initiative? C'est ça. Puis j'ai un livre récemment là, que je suis en train de lire, là, que j'ai lu, Generations, qui est extraordinaire. Je t'en ai glissé un mot, je vais te le prêter. Les parents sont responsables de beaucoup de choses dans ça. On a beaucoup de discussions autour actuellement, l'usage du cellulaire en classe, les jeunes sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais plus jeunes, nos parents, ils partaient puis disaient, il y a de la bouffe dans le frigo, vous organiserez, on vient demain. C'était comme ça. Puis tu devenais débrouillard, tu n'avais pas le choix. Mais là, c'est un plat avec marqué 2 minutes 17 au micro-ondes. Puis c'est quelque chose, tu m'appelleras. C'est quelque chose, tu m'appelleras. Ouais. Parce que tu es toujours joignable parce que ton ordi est sur toi, ton téléphone. Totalement. Fait que ces jeunes-là sont comme en attente. Et les patrons disent... Souvent, ils disent, ouais, mais j'attendais que tu me le confirmes. Non, mais je t'ai dit de t'en occuper. Ouais, mais j'attendais que tu me le confirmes. Il y a une peur de se tromper à ce niveau-là. Et je crois qu'on est un peu responsable comme parents d'avoir généré ça ou comme génération de parents. Et Simon, tu remarqueras que dans les débats sociaux, psychosociaux, on ramène l'importance des parents. Oui. Parce que dans les faits, souvent, on se dit, il y a certaines tâches fondamentales d'éducation qui doivent commencer à la maison. Mais il faut que les parents soient là. Oui. Puis souvent, la nouvelle société qui nous invite à s'endetter, en fait, qui nous offre toutes les chances du monde d'avoir 6 cartes de crédit, puis finalement de vivre au-dessus de ses moyens. Dans la société fonctionne avec le crédit. C'est comme ça que ça marche. Mais ce que ça nous impose, puis que ça amène, on le voit, tous les problèmes que ça amène, des problèmes de fatigue généralisée, de burn-out et autres, problèmes de comportement aussi, c'est que les deux travaillent beaucoup, puis c'est pas de la mauvaise volonté, non. Mais ça a des effets. Si t'es jamais là avec les enfants, on le voit, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Puis quand on est entre parents, je sais, même moi, j'ai 63 ans, ma blonde est plus jeune que moi, quand on jase, puis qu'on pense même à nos enfants, moi, mes enfants qui ont 30 ans, génération X et autres, Y, ou là, Y, il y a beaucoup trop de lettres dans cette alphabet-là. On se rend compte que, avec les moyens technologiques, c'est très pratique d'avoir un très, très jeune quand on plug devant un film quand tu as une journée fatigante. Mais on voit que ça a des effets. Oui. C'est ça qu'on reconnaît aujourd'hui. On se dit, oui,
Les deux, souvent dans une famille, les deux travaillent beaucoup. Ils le font pour avoir un rythme de vie, pour avoir le chalet, pour avoir les voyages. Mais on sait pourquoi, là. Puis en fait, c'est surconsommé, mais la société est bâtie comme ça. Sauf que ça a des effets sur tout ce dont qui a l'air d'une base de société, mais qui est tout à fait fondamentale. Comment on se comporte? On est-tu prêt à affronter? Est-ce qu'on est prêt à en donner plus? Est-ce qu'on a une volonté de se dépasser? Ce que tu amènes là, c'est tellement vrai. J'écoutais récemment un jeune de 6 ans, une jeune qui était de 6 ans, qui était intimidée sur les réseaux sociaux. Et puis là, j'écoute ça, et moi, je dis toujours, on n'a pas le droit de juger une victime, c'est une victime. Mais dans ma tête, j'ai été incapable de ne pas juger. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait à 6 ans sur les réseaux sociaux? Et, sans contrôle. Aucune surveillance, sans contrôle et tout ça. Et puis, je suis... j'aime pas ça, l'idée, moi, de dire on va interdire. J'aime bien l'idée, on va... C'est un outil, qu'on le veuille ou non. Moi aussi, non. Puis j'ai l'idée que le gouvernement se mêle de ça. Guider, c'est mieux qu'interdire. C'est ce que je crois aussi. Mais je pense que c'était... On n'a pas mis d'interdiction ou de balises dans nos familles. Et puis moi, écoute, c'est facile d'en parler, là. Mes enfants ont 27, 28, 22, puis... Alors, j'ai pas eu les mêmes enjeux. Il est trop tard. Il est trop tard, exactement. Et puis, les deux travaillent dans l'industrie de l'électronique, de l'informatique et de l'électronique. Alors, voilà. Fait que les deux plus vieux. Et il y en a une qui s'en va comme enseignante, puis il y en a une autre qui est en sexologie, sauf que les téléphones sont arrivés, ils ont eu des flips, eux autres, les premiers téléphones. Okay. C'était pas la même chose. Des petits Motorola, là. Petits Motorola, des choses comme ça. Je sais que c'est pas facile pour les parents aujourd'hui. Je veux pas les juger nécessairement, mais il y a de quoi qui doit être fait parce qu'on se rend compte des résultats, là, soit santé mentale, mais au niveau débrouillardise, au niveau capacité de socialiser. Là, c'est rendu les notes scolaires partout. Dans tous les pays développés, les notes scolaires sont en baisse. Totalement. La connaissance est difficile à s'installer. Puis on voit de plus en plus de carences. Entre autres, la créativité. La créativité est en baisse. Plus jeune, on jouait au Lego. On avait une boîte de Lego. Après ça, est arrivé les Lego avec des modèles. Là, tu suivais des règles. Puis là, tu faisais une voiture. J'aime ça comme comparaison. Alors que nous autres, on a créé une voiture. Le plus hot, c'était les couleurs et les grosseurs. Totalement. Je sais pas si tu faisais comme moi, mais moi, je mettais les rouges ensemble, puis là, je mettais les bleus ensemble, et là, tu avais des palettes, puis là, tu disais, OK, ça va être une voiture. Puis on créait des choses, on créait des bateaux, puis c'était le fun. C'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec ma blonde cette semaine. Puis elle me disait, dis-moi, quand j'étais jeune, là, à un moment donné, j'allais voir ma mère, jeune, 6, 7, 8, 9 ans, peu importe. Puis je disais, on vient de se faire un gros avion, on s'en va. Ah oui? Puis là, dans le fond, c'est un manche à balai, là, tu comprends? Manche à balai, il avait mis mais là, la mère dit, t'es bien cave! Elle disait pas ça, tu comprends-tu? T'es bien cave, c'est un manche à balai. Non. Eh ben oui, je le vois, l'avion. Puis pourquoi tu le peintures pas en bleu? Ça ferait comme Air Transat, tu peux partir. Mais nous autres, on inventait avec une boîte en carton, ça devenait un garage, ça devenait n'importe quoi. L'imagination. Fait que si comme ton exemple des blocs Lego est extraordinaire. Au départ, c'était créer on faisait des maisons, on faisait un garage, on faisait n'importe quoi des avec ça. Des boîtes à savon, on courait des tacos dans les rues, souviens-toi, on faisait des courses de tacos, les gens, on se patentait ça. Je trouve qu'on avait beaucoup d'occasions de créer des phares avec des cannes de conserve, avec une corde qui faisait... on avait l'impression qu'on entendait l'autre personne. Mais c'est drôle parce que j'écoutais une conversation l'autre jour, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en disant, ouais, puis là, fait que le jeune va te répliquer, va dire, vous n'aviez pas d'argent, je comprends, preniez des affaires du bar, la vieille boîte en carton, tout ça. Je vois, oui, peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui ont des moyens beaucoup plus grands vont acheter, mettons, un petit Tonka électrique qui avance tout seul, leurs enfants de 2 ans, ils avancent là-dedans, mais après quelques semaines, l'enfant avait un autre, c'est plate. Il est tanné. Prend d'autres choses. Il est tanné, alors que nous autres, on a joué avec ça longtemps. Fait que c'est pas juste comme jeu. C'est pas juste d'avoir des jeux puis une panoplie de jeux. La preuve, c'est que l'exemple le plus frappant que les parents donnent, puis qui est souvent vrai encore aujourd'hui, un jeune enfant va jouer autant avec la boîte de son jouet que le jouet lui-même. C'est encore vrai, totalement. Là. Très, très jeune, c'est encore vrai. Après ça, on est perverti un peu plus. Mais puisque c'est une mais tout ça nous amène à notre condition de travail, notre façon d'évoluer. Ben c'est des jeunes qui ont pas appris à s'ennuyer. Ils ont toujours de quoi sous la main pour les divertir. Et ce qui arrive, c'est que quand ils se retrouvent dans un contexte de travail, dès qu'il y a
Il n'y a pas de client pendant 2 minutes. Dès qu'il n'y a pas de téléphone qui sonne, On fait quoi? On fait quoi? Et là, ils embarquent sur leur téléphone ou ils embarquent sur d'autres choses. Ils se concentrent là-dessus. Ce que les psychiatres appellent la laisse électronique, comme un chien. Tu vois, j'adore le téléphone. Ouais, c'est une laisse électronique. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Moi, je me souviens des week-ends avec ma blonde. J'aimais donc le dimanche quand on se levait le matin sans cadran, on déjeunait, on se faisait déjeuner, puis on jase un peu. Les journaux, on recevait, on était abonnés à tous les journaux à l'époque. Ouais. Et puis, le Soleil, la Presse, Journal de Québec, tout ça. On lisait ça ensemble. Puis là, je disais, chérie, tu liras ça. Puis là, elle me dit, tu liras ça. Puis là, on se déchirait. Puis là, on est chacun sur notre téléphone. On le fait, nous autres aussi, Gilles. Puis comme tu dis, t'es pas contre l'évolution. Non. T'es pas contre la technologie. Zéro. Mais ça a des impacts. Là, je dis, chérie, je te partage un article. Mais j'y partage sur son téléphone. Elle lit sur son téléphone. Alors, les jeunes, les aides, les patrons, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils se désintéressent rapidement. Et comme tu as dit, après quelques minutes, c'est la même chose pour eux autres. Après un certain temps, ils disent, moi, mais je suis tanné. Je veux faire d'autres choses. Tanné même de leur job. Leur job. Pas juste la tâche. Mais leur job, ils trouvent ça plate. Ils ont l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Ils regardent ça, il n'y a rien de plus à m'amener ici. Et donc, rapidement, ils ont ce sentiment-là. Ils ont une confiance très fragile. Je pense que ça va un petit peu dans ce qu'on disait au niveau de la peur. C'est-à-dire qu'ils ont peur de faire des erreurs parce qu'ils ne sont pas fait reprocher beaucoup de choses au fil des années. Quand tu as un enfant ou 2 enfants, qu'est-ce que c'est la prunelle de tes yeux? Oui, quand tu en avais 9, comme chez nous, il y en avait 8, moi, tu passais, j'étais dans le tordeur, j'étais à 5e. 6e. C'est exact. Tu vois, c'était ça. C'était des plus grosses familles. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on avait les mêmes parents. Il y avait une espèce de discipline. Moi, je me suis divorcé plusieurs années aussi. Puis ma conjointe aussi, toi aussi. Oui. On sait ce que ça fait. Il y a des enfants qui ont compris que ça peut être un avantage. Ah oui, il y a comme une... là, tu parlais de laisse, il y en a 2, mais c'est nous autres qui pognaient après la laisse. Puis quand ça fait pas avec papa, ça fait avec maman. Puis un peu de chantage et tout ça, mais ils n'ont pas été critiqués beaucoup. Les bulletins dans les écoles, on a un petit peu diminué ça dans les dernières années. Pas trop de critiques, il faut être positif dans les commentaires. On a baissé les seuils pour passer, parce qu'on veut que ça passe pour pas leur faire de peine. C'est toutes des choses qui ont été dites, mais on voit les impacts de ça. Tu t'as déjà travaillé, puis tu t'es déjà fait dire que c'est ça. Par ton patron, qu'est-ce que t'as fait là? Aujourd'hui, tu as peur de perdre ton employé? Tu diras pas. D'abord, il va pleurer. Je suis désolé. C'est ce que les employeurs me disent. Les employés se mettent à pleurer. Ils disent, Simon, des fois, il faut que tu te souviennes. Tu peux pas faire la gestion comme avant. Il dit, quand tu as un 28 ans devant toi, puis tu as dit, à quoi t'as pensé? Puis là, il se met à pleurer. Puis il dit, dans notre tête, nous autres, à quoi t'as pensé? Il n'y a rien d'agressif dans ça. Non, c'est juste, regarde, t'as fait une erreur. C'est ça. Explique-moi pourquoi, là. Et ça, puis aussi fait qu'ils marchent sur des œufs, les employeurs, ça que tu me dis. Tout le temps. Ils ont peur de déplaire, ils ont peur de leur faire de la peine. Et la gestion du stress, faut pas que ça devienne trop stressant. Rapidement, là, c'est un deadline. T'as vécu ça en salle de nouvelles, toi, une époque où... il y a une grosse nouvelle qui sort, là, tu regardes pas l'heure. Non. Puis on a eu, moi, j'ai eu des emplois où on avait des deadlines, puis là, le patron disait, ou la gérante disait, « Hey, là, on met le pied sur la pédale. Il faut que ça avance. Et cette gestion-là n'est plus là. Par contre, si tu me permets, on leur reconnaît quand même une belle curiosité. Je veux pas que ce soit juste négatif. Ils ont une curiosité, ils ont ça. Ils ont des compétences à jour, qu'on le veuille ou non. Ils sortent des écoles. Et ils ont grandi avec l'informatique. Ils ont un monde où l'Internet n'existait pas. Ils n'ont pas peur de la nouveauté, c'est-à-dire puis de tout ce qui s'appelle l'évolution. Quand tu as un nouveau logiciel, tu installes un CRM dans une compagnie, eux autres, ils vont l'apprendre dans l'espace de quelques jours. Et ils n'ont pas l'impression que c'est une police. Alors que les seniors, les X, les boomers, on le voit quand on installe un CRM dans une entreprise, ils ont l'impression que c'est là pour me surveiller. Alors que le jeune... C'est quoi CRM, la définition? CRM, c'est Customer Relationship Management System. C'est un système de logiciel dans lequel tu vas dire, aujourd'hui, j'ai eu un contact avec Gilles Parent. Il est propriétaire de Gilles Parent International et puis il y a 38 employés. Alors, tu vas mettre des choses. Après, tu vas mettre dans ça tes courriels. Tu mets en commun avec les autres collègues? Ou... Tu peux le faire en commun, mais ce qui est intéressant, c'est que pour le département de marketing, entre autres, et la production, tu es en mesure de planifier avec ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent être dites au niveau des CRM, et tous n'ont pas des CRM aussi évolués, mais c'est un outil fantastique. Si j'avais dit ça à des représentants en 85, alors que je n'étais même pas conférencier, mais je leur avais dit, il existera ça un jour, ils auraient pleuré. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens de cette génération-là, ils disent, hey, un instant, là, tu ne me surveilleras pas avec ça. Et c'est pas un logiciel de surveillance, c'est un outil extraordinaire. OK. Extraordinaire.
Maintenant, ils apprennent facilement. Et puis, alors, tu leur donnes ça, puis eux autres, en quelques jours, ils vont avoir appris ça, ils vont maîtriser ça. Ils n'auront même pas l'impression que c'est difficile. C'est naturel pour eux. Alors, ils ont des belles qualités. Il y a quelques défauts qui sont remarqués. Ils ont les défauts de leur qualité. Je voulais parce qu'on parle de génération, je voulais qu'on parle du paradoxe de l'âge. C'est une chose qui va peut-être vous frapper. On dit la société actuelle parle de bien se nourrir, du fait que la science nous aide à vivre plus vieux. Donc, on vénère des populations qui vivent jusqu'à 100 ans. On parle souvent de la Sardaigne, de certains pays où il y a... Sardaigne, j'en parle parce que l'île au sud de l'Italie, il faut voir qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont 100 ans et plus dans la... Puis c'est pas une grande île. Fait que là, les gens sont allés voir, puis finalement, il y a quelques variables qui sont... D'abord, premièrement, c'est des gens qui mangent ce qu'ils ont sur leur terrain, donc c'est toujours très frais pour ce qui est de la nourriture. Pas de produits chimiques ou autres. Pas d'additifs, ça n'existe pas. Premièrement. Deuxièmement, communauté tissée serrée. Entre eux, à chaque jour, peu importe l'âge, il y a toujours quelqu'un qui va aller te voir. Fait que si tu es une veuve, par exemple, qui a 102 ans, c'est sûr qu'une fois ou deux par jour, quelqu'un va voir comment ça va. Puis on se rend compte que ça, c'est super important sur le vieillissement avec les capacités cognitives élevées. C'est un aspect communautaire. Complètement. Fait qu'il y a ça. Il y a le fait de ne pas avoir un stress immense quand tu viens en montagne, puis t'as pas de, tu surveilles pas la bourse tout le temps, puis tu surveilles pas si très argent à ton compte. Finalement, tu dépenses ce que t'as. Fait que la simplicité, le naturel, qu'on le veuille ou non, on le voit, c'est un des éléments. C'est pas toujours le petit verre de vin le soir. On dit ça, un verre de vin pour mon cœur. D'ailleurs, l'alcool, on se rend compte qu'au fil des études scientifiques, finalement, on se fait croire que c'est bon, mais ça serait peut-être mieux de pas en prendre. C'est toujours la partie de l'étude qui fait notre affaire. Oui, exactement. Puis en même temps, c'est l'équilibre. Là, c'est une vie de moine. Encore même les moines aujourd'hui, le lustre, par moment, a été plus difficile. Donc, notre paradoxe vient du fait qu'effectivement, on vénère ces populations-là. Mais quand on arrive dans le monde du travail, ou même quand on arrive à la fin du monde du travail, c'est « OK, boomer, tasse-toi, mon oncle, on veut rien savoir ». Fait que c'est quelque chose d'un peu étonnant. Il y a beaucoup de choses dans ça. D'abord, ce que tu amènes, ce que tu disais en Sardaigne, c'est bien en Sardaigne oui, que tu as absolument. mentionné. Je trouve ça intéressant. Il y a de quoi dans ça. On parlait de l'aspect communauté. Plus jeune, ma mère, elle disait « Il me manque du lait, va demander à la voisine ». Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et mes enfants n'ont jamais eu à aller emprunter quelque chose à aucun voisin. D'abord, souvent, ils ne connaissaient pas. Puis, je ne penserais pas non plus aller voir mon voisin en face pour lui demander de la farine. Plus aujourd'hui, non. Je pense qu'il appellerait la police. Je veux dire, il dirait, il y a un fou dans la tête. Et puis, alors, je pense que je serais vu plus comme un terroriste que d'autres choses. On se rend compte que, d'abord, les jeunes ont des préjugés. C'est drôle, les préjugés, hein? C'est que nous, on a des préjugés vis-à-vis des Z, puis les alphas, puis puis les générations qui vont venir, puis c'est normal, mais eux autres aussi ont des générations. Pour eux autres, on est dépassés. Oui. On est à côté de la traque, on comprend pas. On est ancré sur nos vieilles idées. Accroché, c'est ça, sur le passé, vintage tout le temps. Et puis, ce qui est fascinant, c'est qu'un article paru dans la presse, je me permets de le citer, révèle que les personnes de 40 ans et plus se considèrent souvent comme étant 20% plus jeunes qu'ils le sont réellement. Hein? On se sent pas, je sais pas. Moi, effectivement, Pepsi chantant sur les dos, c'est dans la tête qu'on est beau. Oh, mais tu sais, dans le fond, c'est que, oui, tu as le physique, là, ça te rattrape. Moi, 63, de temps en temps, ça craque de partout, autant qu'au pont de Québec, le matin quand je me lève. Mais en même temps, quand tu stimules ton intellect, et quand tu as l'impression... Moi, j'ai eu un enfant à 42 ans, puis ça me gardait jeune aussi. Totalement. Mon fils Elliot, là, qui a 20 ans, c'est pas une question d'être trendy, absolument. Mais ça m'amène... Moi, j'aime la musique, donc je suis resté dans... Fait que j'étais d'un contexte de jeunesse qui m'a aidé. Tu as écouté de la musique que tu n'aurais pas écoutée autrement. Oui, exactement. Tu as regardé des films que tu n'aurais pas regardé autrement. Tu es obligé de te pencher sur certains livres auxquels tu n'aurais même pas regardé à ce moment-là. Je pensais le faire, effectivement. Fait que moi, je pense que ça amène ça. Je trouve ça dommage parce que, d'abord, la population est vieillissante. Oui. Je crois pas qu'on ait les moyens de s'en priver. Ce que tu dis au niveau de l'âge, moi aussi, je me sens mon âge physiquement, où une certaine journée, ça craque et tout ça. Puis j'écoutais Jane Fonda dans un podcast récemment. C'était le premier podcast de Julia Louis-Dreyfus, que tu connais, Ellen, dans Seinfeld, que les gens... Et elle a créé un podcast un petit peu avant les fêtes, et sa première invitée, c'était Jane Fonda. C'est quand même pas pire, 85 ans. On le sait, bien sûr,
on l'associe à son rôle d'actrice, mais on sait comment elle était une militante toute sa carrière et elle l'est encore. C'est quelqu'un qui a une famille particulière aussi, tout ça. Et elle dit, t'es en forme, t'es belle, Julia Louis. Elle dit, j'ai 85 ans. Elle dit, ouais, mais t'es belle. Elle dit, j'ai 85 ans. Elle lui répète, elle dit, ouais, mais tu dois pas te sentir. Elle dit, t'as l'air tellement jeune. Elle dit, j'ai 85 ans. Elle dit, je peux pas le nier. Elle dit, je me sens comme quelqu'un qui a 85 ans. Moi aussi, j'ai mal partout. Elle dit, les activités sont plus dures, me pencher. Elle dit, oui, je m'entraîne. Oui, je suis chanceuse d'avoir fait des bons choix, mais j'ai 85 ans, mais ça m'enlève pas tout le reste. Mais non. Elle dit, j'ai la chance d'avoir encore ma tête. Je bouge peut-être moins vite, mais elle dit, je réfléchis peut-être d'après moi, à la même vitesse. Avec mon disque dur est plus plein. Elle a une tonne d'expérience. Ah, elle a une tonne d'expérience. Et puis on le voit aux États-Unis actuellement, comment, avec la campagne électorale qui s'en Joe vient, Biden et Joe Trump, Biden, les deux sont au tournant de 80. Il était dans la même classe, là, finalement. Je veux dire, il allait à la même Parce école. qu'on dit que Biden, c'est vrai que Biden, d'abord, il est président, on le voit plus. Oui. Puis c'est vrai qu'il est diminué pour la vie. Mais il y a 80. C'est ça. Comme dirait Mme Trump, mais il y a 80. Il y a 80. 79. Et bien, Sylvester Stallone a 78 ans. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'on associe beaucoup l'âge avec l'énergie de la personne. Oui. Si la personne elle a une marchette, tout d'un coup, elle est au ralenti. Je pense pas qu'elle est au ralenti. Moi, avec les blessures que j'ai eues dans le passé, probablement qu'un jour, une canne ou des béquilles... Ça peut arriver que ton corps te parle. Ah, ça se peut que j'ai besoin de roues, moi. ça se peut que ça soit difficile à déplacer. Ah oui. Et je m'attends à ça. Et c'est une réalité, on m'a avisé, puis c'est correct. Mais j'ai l'impression d'être bien meilleur que je l'étais à 30 ans. Ça fait 30 ans maintenant que je fais ça, puis Caroline, que je repense à peu près à j'ai l'impression que ma compréhension du monde des affaires est meilleure, ma compréhension de la vente, du service à la clientèle. Mais on dirait à la blague, il faut que ça serve vieillir. Moi, je l'ai dit souvent en ondes, mais c'est vrai. Il faut accepter ça. C'est un plus pour ça, de pouvoir, devant toutes sortes de situations, mieux réagir, mieux se parer et mieux se comporter. Écoute, récemment, tu étais avec Dan Pou, oui. que j'adore, et puis c'était hallucinant de vous entendre tout le temps. On dirait que ça n'a jamais arrêté. Ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas parlé. On part le tape, puis c'est 1 heure de plaisir. Puis les gens, en fait, il y a un côté nostalgique aussi. Parce que les gens, ils ont été habitués de vous entendre, puis c'était le fun de vous entendre comme ça. Mais vous êtes meilleur. Moi, je pense que oui. Ah, je te dis, vous êtes meilleur à vous entendre. Vous êtes ailleurs dans votre vie, mais vous êtes définitivement meilleur. Vous étiez hallucinant dans le temps, mais vous êtes encore meilleur. Peut-être c'est-à-dire, j'allais dire plus humain, mais je ne veux pas définir ça autrement, mais ce qu'on a vécu, il y a eu des épreuves, moi j'en ai eu aussi, puis la franche amitié, la relation, le respect, tout ça, ça s'entend aussi. La confiance en vous autres aussi, la confiance de vos opinions, la confiance d'émettre, de dire quelque chose comme ça. Et c'est ce que je trouve, moi, c'est que quand je regarde ça, je trouve que c'est facile de dire que les gens sont trop vieux ou trop jeunes. Moi, j'ai toujours pensé que l'âge ne devrait pas être le seul critère. C'est quand j'ai commencé à travailler je voulais devenir représentant et puis j'allais voir des compagnies et puis ils me disaient on n'engage personne en bas de 25 ans. Puis je leur disais qu'est-ce qu'un gars de 25 ans peut faire que je peux pas faire à 23 ans. Alors c'était ma question tout le temps. Tu sais, tu prends ceux qui sont vraiment qui ont volontairement peu évolué, les tribus, mettons, dans des pays d'Afrique ou pays de l'Amérique du Sud. Tu vas prendre les sages du village, les vieux, mais on ne demande pas aux sages du village de monter, aller chercher les cocos en haut de l'arbre. Là. Par contre, on va lui demander conseil. Vois-tu? Fait que c'est une autre façon de voir. Si on demande à Joe Biden d'être un joueur de football, ça marche pas. C'est pas ça qu'on veut de lui. Si on pense qu'il est intelligent puis il a des bonnes réflexions, on va le faire. Mais si on juge uniquement le fait que, à toutes les fois que, moi, je suis comme vous, quand je vois monter les marches de Air Force One, je suis sûr qu'il va s'enfarger. Parce que ça n'a pas de bon sens. Il marche comme un robot. C'est vraiment compliqué. Puis quand il marche, il n'est pas capable de marcher naturellement. Mais on le juge juste sur de l'apparence puis sur du cosmétique. Puis je le fais, là. Je suis pas en train de blâmer les autres, là. Juste que si on s'inspirait un peu de ceux qui vénèrent les plus âgés pour aller chercher je dirais, la sagesse que les autres peuvent avoir. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas lui enlever son expérience. Il est là depuis 123 ans, quasiment, dans le milieu de la politique. Ça fait quoi? Il y a sûrement des choses à nous transmettre. Il y a sûrement des choses à nous transmettre. Et puis,
Et c'est là que ça devient, je trouve ça dommage qu'à un moment donné, on dise, cette personne est trop vieux. Et les compagnies ont ça. Les compagnies ont peur d'engager des gens plus âgés. On parlait tantôt des responsables. Oui, parce qu'il y en a qui disent, mais il pourrait se blesser. Oui, mais s'il se blesse, il tombera ses accidents de travail. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive. Vous n'avez déjà eu des accidents de travail. Avec quel âge le dernier? 28. Ouais. Le prochain aura peut-être 68. Et au pire, ce sera pas plus grave que ça. L'autre chose, c'est que les gens disent, on peut pas les engager pour longtemps. Mais c'est rare qu'on engage pour longtemps. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens qui font 30 ans à la même place, ça n'existe presque plus. C'est des extraterrestres. Alors, fait que... Nos enfants vont peut-être faire 5-6 employeurs dans leur vie. Oui. Ça ne sera pas anormal. Facile. On parle de près de 8, la moyenne. Alors, fait que c'est comme ça. Alors, pourquoi se priver? Puis je trouve qu'il y a une chose, c'est que comme tu dis, on glorifie la longévité, mais dès que la personne dure, on veut l'enlever finalement du chose. Et puis... Est-ce que c'était vrai hier? Probablement que tout ce qui est nouveau semble plus pertinent, plus d'attrait, tout ça. Mais je trouve qu'on est en train de se priver d'une matière grise qui est extraordinaire. Appelons-le effectivement par son nom, matière grise, qui ont des expériences, des compétences, qui ont appris des choses, ils sont tombés, ils se sont relevés. On n'a pas le droit, comme population, de se passer de ça. Il y a quelque chose... qui est inévitable, c'est que, Simon, tu le sais, tu travailles avec les PME, des compagnies, mais prends des gens qui... J'ai 2 exemples qui me viennent en tête parce qu'ils sont plus évidents. Mettons Home Depot qui engage les gens d'un certain âge pour leur expérience et Tim Hortons aussi, des magasins... il y en a d'autres, McDo aussi, là, des restaurants fast-food qui engagent où il y a un roulement pas mal. Puis quand tu parles aux gérants, tu vas dire, mettons, je sais pas, prenons un Tim Hortons, qu'est-ce que vous aimez des gens, mettons, qui ont 50, 60, 65 ans qui vont vous aider? Ben, il dit, quand on leur dit de rentrer à 5 heures le matin, à moins 5, ils sont là. Ils sont là. Juste ça, là, ça veut dire qu'ils sont fiables. Oui. Fiables, avec un F à la puissance 10. Mais tu sais, c'est un élément ça veut dire que ça s'est perdu. Ben, ça s'est perdu parce que ces gens-là qu'on embauche aujourd'hui, qui sont plus âgés, d'abord, ils ont perdu des emplois dans le passé. Ils ont vu du monde perdre des emplois. Ils ont vu des taux de chômage élevés. Exactement. Ils ont vu des taux de chômage élevés. S'ils travaillent aujourd'hui, il y en a que c'est pour une volonté d'arrondir les fins de mois, de se rajouter quelque chose, se gâter un petit peu, ou s'occuper. Il y en a qui c'est juste s'occuper. Il y en a qui c'est juste le but de rencontrer du monde. Il y en a beaucoup. Et puis, mais c'est pour ça que je suis content que les gouvernements aient mis des incitatifs. En fait, ils ont enlevé des punitions qu'il y avait. C'est que tu arrivais avec ça, puis ça te nuisait pour ta pension. C'est ridicule. C'est dramatique. Il est à temps qu'il le fasse. Il est à temps, puis ça pourrait être encore corrigé. Oui, ça pourrait être mieux. Je voyais William Shatner récemment, Captain Kirk, pour les gens qui le reconnaissent pas. Et moi, je suis un fan de William Shatner. Il me plaît. Quelle voix. Il y a une voix. Il y a un humour. Il est étudié à Montréal. Il a étudié à McGill. Il a grandi ici. Mais il est âgé. Il a 93 ans, William Shatner. Il est allé dans l'espace il y a 3 ans, si on se souvient. Quand même, c'est vrai. C'est pas rien. Et je l'écoutais récemment. Puis, une fois que tu as enlevé son âge, là, les propos qu'il y a, c'est ça. Fascinant. Tout est là. Il a perdu une conjointe qui était malade. Il en a perdu une deuxième. Il a perdu des jobs. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des périodes plus difficiles, des périodes où il était dans le highlight, il était au sommet de tout. Puis il a tout vécu ça. Et ces gens-là, comme tu dis, si on leur dit ça rentre à 5 heures, sont préoccupés, ils veulent s'assurer que la job est bien faite. Ils sont empathiques avec les clients. Tout ce qu'on recherche. La base. Puis ils s'en foutent pas. Et ça, c'est banal, là, c'est plate comme expérience, mais ils s'en foutent. Ils diront pas, je sais pas. Ils vont essayer de trouver une solution. Puis alors, ils apportent beaucoup au commerce actuel. Je suis d'accord. Je veux qu'on fasse un peu... En fait, un bilan ou une mise à jour sur le télétravail, parce qu'ensemble, on a beaucoup parlé depuis 2 ans, 3 ans. La pandémie nous a amené ça, nous a forcé là. On se demandait qu'est-ce qu'on garderait de ça. Il y a eu un genre de mixité qui s'est installé, un mix des deux. Puis là, il semble y avoir une nouvelle tendance. Ça dépend des domaines. Je veux avoir ton opinion là-dessus, mais c'est pas... il y a des gens qui s'ennuient de se voir, là. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient de se voir. Le hybride s'est vraiment installé de manière intéressante. Mais le hybride crée un paquet de problèmes. Parce que les employés, quand ils arrivent, ils ont l'impression de ne pas être chez eux.
Parce qu'ils vont plus, ils sont plus là? Ils sont plus là, ils n'ont pas l'impression de faire partie, ils savent pas quelle journée, tout le monde n'y va pas la même journée également. Alors, ça veut pas dire permets à ton étage où il y avait, mettons, 45 personnes, ce matin-là, il y en a 7. Ben, c'est ça. Donc, 2 nouveaux que tu connais pas. 2 nouveaux que tu connais pas. Mettons, moi, je dis, je vais y aller le mercredi, Gilles va être là, ça va être le fun. Oui. Puis, mais je suis allé mardi, moi. Mais tu es allé mardi. Puis, fait que ça m'enlève le plaisir. Donc, il y a ces enjeux-là. Je comprends. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris une décision normale, c'est-à-dire de réduire les coûts. On était en pandémie, on réduit les coûts, puis on décide de faire des espèces de bureaux que j'appelle coop, c'est-à-dire que c'est pas ton bureau, c'est le bureau. Tu prends le premier du bar, puis tu mets ton ordi, exactement. Mais les employés n'aiment pas ça. Ils aimaient ça, retrouver leur bureau avec la photo de leur fille, leurs schtroumpfs qui sont fait donner en cadeau par leurs collègues. Okay. C'est comme si c'était rassurant, c'est mon monde. Puis là, ils ont l'impression d'être pas chez eux pendant. Ils ont l'impression d'être à l'hôtel. Ce qu'on entend souvent, c'est j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Je suis confortable, mais c'est pas mon oreiller. Je suis confortable, mais c'est pas mes draps. C'est pas mon matelas. Je comprends ce que tu veux dire. Ça peut paraître stupide pour les gens qui le vivent pas, mais je le comprends, cette réalité-là où. Puis moi, j'ai la chance de travailler pas mal par moi-même et tout ça, mais je le vis les hôtels et je le sais c'est quoi le sentiment. C'est pas agréable. Et ça, c'est un enjeu majeur actuellement qui rend les gens très insatisfaits là, par rapport au travail hybride. Puis est-ce que les employés qui sont... Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent rester à la maison, qui sont contents? Beaucoup. Il y a des gens pour lesquels ils ont pris des décisions... par les situations, par ce qui s'est passé, ça les a amenés à prendre des décisions que c'est difficile de revenir en arrière. Il y en a qui ont déménagé pendant la pandémie, sont installés plus loin. Des gens qui travaillaient à Montréal, mais ils sont achetés une maison à Bromont. Et là, du jour au lendemain, je te dis, tu vas revenir au travail, je suis pas sûr que tu vas aimer ça à ce niveau-là. Alors, fait que ça, c'est quelque chose qui s'est créé. On se rend compte que les gens qui bénéficient d'un environnement hybride, c'est à peu près 10 % des travailleurs actuellement qui bénéficient d'un environnement hybride. Mais on se rend compte que les gens, c'est ça, ils ont fait des changements. Ils ont une maison ailleurs, ils ont vendu une voiture, ils ont des choses comme ça, des changements qui ont été faits. Alors, du jour au lendemain, moi, je t'appelle et je dis, Gilles, j'ai décidé que tu revenais au bureau 3 jours par semaine, c'est un instant. Là. Moi, je reste à Beaumont. Oui, mais c'est pas mon problème, mais le bureau est à Montréal. Je comprends, mais... Je me suis installé autrement, là. Je me suis installé autrement. Alors, fait que ça, c'est très mal. C'est pas des discussions qui sont le fun à avoir. Non. C'est pas facile et ça brise beaucoup de liens actuellement. Et il y a des gens que si on leur demande de revenir, ils quittent leur emploi. Alors, est-ce que la situation de l'emploi actuellement permet de quitter en se disant on va se trouver une job demain matin ou c'est un resserrement là aussi? J'ai envie de te dire, l'impression c'est que ça nous le permet, mais ma perception, c'est que ça ne nous le permet plus. Okay. Le taux de chômage... C'est plus si facile. Okay, le taux de chômage commence à remonter et on va faire un grand tour avec l'intelligence artificielle, le vieillissement de la population et tout ça. Oui, il y a de l'immigration, ce qui est parfait et tout ça, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on le voit là, qu'il y a des compagnies qui réussissent à se priver de beaucoup de monde avec l'intelligence artificielle. Oui. Une entreprise... Les grands, entre autres. Les grands. Une entreprise aux États-Unis récemment a laissé aller 700 personnes pour la remplacer par un chatbot. Et le propriétaire, il dit c'est purement économique. Il dit ceux qui analysent ça, le gars, il est pas fin quand il dit ceux qui analysent ça d'un point de vue humain, c'est sûr que c'est plate. Mais ça l'est plate. Ah oui, c'est 700 personnes. Des pères de famille, des mères de famille. Oui. Mais il dit le chatbot, il fait pas d'erreur. Pas de vacances. Pas de vacances. Il prend pas de break. Il est pas démoralisé quand son équipe sportive a perdu. Sa blonde ne la laisse pas. C'est tellement l'être humain. C'est exactement ça. Il dit il n'y a rien qui l'affecte. Il dit il n'y a rien qui l'affecte. Puis il devient toujours meilleur. Il n'y a pas plus d'attente, pas plus d'exigence. Il ne coûte pas plus cher qu'il coûtait. Fait que lui, il dit dans le fond... Vous pouvez me tirer des roches, mais regardez autour de vous, vous allez voir qu'il s'installe. Là. C'est ce que ça s'installe. Absolument. Chez Google, chez Meta, ils n'ont coupé à coût de 15 000, 10 000, puis je suis pas sûr que c'est fini. Regarde Tesla là, qui a commencé à dire on va couper. Là. Tesla a commencé, toutes les compagnies ont commencé actuellement, les banques ont commencé, les compagnies d'assurance ont commencé. Alors, les employés actuellement qui disent ouais, mais c'est pas grave, je vais m'en trouver un autre. J'ai l'impression c'est plus risqué qu'avant. C'est plus risqué. Mais écoute, admets que ça change vite. Ah oui. Il y a un an, là, c'est pas ça qu'on dit. Non. Puis un an.
Là, on est en 2024. En 2023, 2022, la pandémie, c'est pas loin, là. Gilles, toi puis moi, à la même table, je t'ai dit la pandémie, pas la pandémie, mais les patrons sont devenus les employés, tu veux dire ça au micro? Oui, puis je dis la pénurie de personnel va durer pour des années. Je t'ai dit ça à ce micro aussi. Mais l'intelligence artificielle a tout changé la donne. Et ça va à une vitesse qui est assez dure à suivre. C'est extraordinaire. Mais toi, tu as le côté fascination de cette ultra-technologie. Oui. Puis en même temps, tu sais très bien qu'il y a des... j'ai la chienne. Il y a plein de... Ben oui, même pour ton travail. Pour tout le monde. Pour moi. Mais je pense que le fait que tu as pris ça, le taureau par les cornes, c'est une bonne idée. Parce que c'est quoi? Tu dois en parler. J'en parle. Je suis sûr que ça devient un élément important parce que quand tu fais tes conférences, tu vas dire arrêtez de penser que c'est pour les autres, là, ça touche tout le monde. J'en parle. Demain, je donne une formation, je vais en parler aux gens. Quelqu'un pourrait dire hey, tu fais harakiri. Non, pas du tout. Je fais ma job. C'est là. C'est là le nord. Moi, c'est drôle, hein, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Francis Jean, docteur Francis Jean, qui était le président fondateur d'Iris. Okay. Quand il est arrivé les chirurgies pour la myopie au Québec, au Canada, les optométristes ne pouvaient pas faire l'opération, ça prenait des ophtalmologistes. Et puis, donc, les cliniques, ils disaient... Lui, il a décidé d'offrir ça parce qu'il disait, ma vision, moi, c'est qu'il dit, on est expert des yeux. Il dit, quand un patient vient chez nous, on doit lui offrir tout ce qui est le meilleur pour sa condition, peu importe ça vient de où, la solution. C'est notre job de connaître les solutions. Et puis, il dit, si c'est pas chez nous, ça sera ailleurs, mais c'est notre job de l'aiguiller. Et puis, il y a plusieurs de ces franchisés qui s'opposaient à la venue de ça. Ouais. Et lui avait cette vision. J'ai toujours pensé qu'il avait raison. Alors, est-ce que moi, ça va me nuire? Écoute, est-ce que ça va me mettre au chômage? Peut-être, je sais pas, Gilles. J'ose espérer que le contenant soit toujours intéressant puis qu'il y a toujours des gens qui voudront m'entendre. Mais écoute, l'intelligence artificielle, ceux qui disent encore que c'est pas meilleur que l'être humain ou que ça soit jamais aussi bon que l'être humain, arrêtez de vous inventer quelque chose, là. C'est déjà 100 fois meilleur que l'être humain. Est-ce que c'est parfait? Non, l'être humain non plus. Non. L'être humain fait des erreurs, il griffonne. Sauf que tous ceux à qui tu travailles dans les PME, les problématiques les plus fréquentes, les récurrentes qui reviennent tout le temps, eux autres, l'IA, le chatbot, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont éliminées. Là. Écoute, on parlait de sensibilité, on parlait de résistance au stress, on parlait de deadline, des choses comme ça. Mm-hmm. L'IA est insensible à toutes ces préoccupations-là humaines des gens. L'anxiété, l'incertitude, la peur de rater. Les syndicats. C'est la vie. Tu vas me dire que c'est la vie. Les gens vont dire, vous êtes épouvantable de dire ça. Pensez ce que vous voulez. C'est ça qui est en train d'exploser présentement. Totalement. Puis j'ai amené des chiffres. La dernière fois, j'avais des chiffres sur... Il n'y a plus rien qui vaut. Il n'y a plus rien qui est bon. Sérieusement, il n'y a plus rien qui est bon. C'est à ce point-là que ça bouge. Ça va être des millions, des centaines de millions d'emplois qui vont être bousculés par l'intelligence artificielle. Tu sais que j'ai reçu un éminent Suisse. C'était fantastique. Puis lui, il dit, d'abord, premièrement, il dit, pour l'instant, tous les modèles d'intelligence artificielle nécessitent une interprétation humaine ou une présence humaine. Il faut que tu dises ce que tu veux, dans le fond, au départ. Et donc, il n'y a pas encore... Ce qui manque pour l'instant, c'est vraiment l'aspect le plus difficile, le plus humain, la créativité, l'inventivité. Ça, on n'est pas rendu là. Mais, il dit... en fait, c'est intéressant, il dit, je pourrais jamais dire que ça n'arrivera pas. Pour l'instant, non. Non. Puis en même temps, quand j'ai dit est-ce qu'on va perdre des emplois, c'est une question, je savais très bien la réponse, mais il m'a surpris quand tu as des centaines de milliers d'emplois minimum. Millions. Et là, c'est des millions maintenant. Absolument, absolument. Gilles, oui, il y a une absence de créativité. Si moi, j'utilise ChatGPT, je vais dire, mettons, crée-moi une image de telle chose. Je ne suis pas capable de dessiner, Gilles, moi. Mais lui est capable, avec DALL-E, puis il me crée une image qui est fantastique. Mais si on faisait un parallèle avec, le siècle précédent, quand est arrivé la machine à vapeur, le train, on est comme passé de la charrette tiré par un cheval, d'un coup, pour faire une image grosse. Là, c'est comme si on était passé de la charrette à un TGV. Oui. Totalement. Il n'y a pas eu de transition là, entre ce qu'on avait puis le ChatGPT puis l'intelligence artificielle. D'ailleurs, dans des discussions, c'est drôle parce que tu vois dans des forums puis toutes des discussions, des émissions de télé, puis la blague, c'est tout le temps, ils demandent aux étudiants est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé puis il n'y a pas grand monde qui lève la main. Hein. Moi, je l'ai essayé une fois. Toutes mes formations, je le demande. Ben oui. Toutes mes formations, mes conférences. Ça commence à monter, le nombre? Pas beaucoup. Pas tant? Il y a des gens qui lèvent la main, puis je ne suis pas sûr que c'est vrai. Et c'est comme, il regarde à gauche puis à droite, je ne vais pas avoir la main, je vais lever la main, mais je sens une hésitation. Je sens des doutes. Sauf que
le Québec est un petit peu à la traîne actuellement. Il y a des, c'est pas la première fois, puis c'est pas le seul domaine. Les enjeux de langue. Oui, c'est sûr. Et puis, ça devrait pas, parce qu'elle est multilingue. Complètement. Mais il y a des gens qui ont peur de ça, parce que quand tu arrives sur la plateforme, c'est toujours en anglais. Alors, il y a mais des la traduction, maintenant, ça se fait. Là. Écoute, les systèmes sont tellement perfectionnés, c'est fou. Là. Écoute, il n'y a pas de raison de ne Avant, pas tu traduisais avec des systèmes qui en ligne, que tu trouvais sur le web, oui. Puis il y avait une erreur par 2 mots. Là. Mais plus maintenant. Google Translate, quand c'est arrivé, souviens-toi comment est-ce qu'on était excités, mais c'était pas bon. Quand tu regardes, versus ChatGPT aujourd'hui, c'était tellement mauvais. Mais même Google s'est beaucoup amélioré. Ah, il n'y a pas le choix. Là. Mais il utilise... C'est exactement ça. Il utilise quoi, tu penses? C'est ça. Et c'est pour ça que les compagnies actuellement traînent de la patte. Il y a aussi beaucoup la perception. Au Québec, on a une sensibilité des gens encore, puis là, on est assez... au niveau politique aussi, c'est pas facile actuellement pour les partis au pouvoir et tout ça, mais il y a une question de perception. C'est que demain matin, là, une institution financière importante annonce qu'ils intègrent l'intelligence artificielle qui va remplacer 2000 personnes. Ça va faire la manchette pendant plusieurs mois. T'as-tu vu Desjardins quand ils ont dit qu'ils enlevaient des guichets automatiques? C'est ça. Il y a des gens qui sont quasiment attachés à leur caisse populaire dans le bas du fleuve en disant « Peux pas nous faire ça, moi je suis pas capable, j'ai toujours eu mon livret, il n'y a plus de livret, puis c'est la fin du monde. » Fait qu'imagine-toi que à côté facile. de ça, l'intelligence artificielle, je comprends que le côté humain, puis encore une fois, la peur, puis le nouveau fait peur par définition. Le nouveau fait peur. Alors, les compagnies ont peur d'amener ces choses-là. L'aspect syndical très fort au Québec aussi, qui protège actuellement, mais qui ne pourra pas persister. À un moment donné, ça va devenir un no-brainer, ils n'auront pas le choix. Je ne sais pas comment les centrales syndicales vont gérer ça avec le patronat, avec les entreprises privées, mais écoute, dans les 5 prochaines années, Gilles, ce à quoi on va assister... Maximum, tu es d'accord? Là? Maximum. Ça va être étourdissant. Et puis, comme je te dis, je suis rempli. Et j'ai utilisé cette expression-là avec toi. Je m'excuse de me répéter, mais montagne russe. Montagne russe, il y a des boosts que tu es confortable, ça commence. Après ça, à un moment donné, ça devient un petit peu plus anxieux. À un moment donné, tu as la chienne dans ta barouette parce que tu sais que ça va virer en haut. C'est ça pour moi, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu ajouterais cette variable-là qui est un peu inquiétante parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait même pas qui vont arriver dans 2-3 mois à la difficulté, on a beaucoup parlé récemment de la difficulté d'être entrepreneur. Être entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui ont cette fibre-là qui disent j'aimerais ça être mon propre patron, j'aimerais ça faire mes propres affaires, partir de quoi, faire grandir de quoi. Mais il y en a une gang qui l'ont fait. Mais comme il y a des hauts et des bas, les montagnes russes, il y en a qui ont trouvé ça très difficile. La pression de réussir, la pression devant ses pairs, la peur de l'échec. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. On se rend compte que c'est pas pour tout le monde. Les entrepreneurs sont devenus des rockstars un petit peu dans les dernières années. Oui. Souviens-toi, plus jeune, il y avait les émissions de recettes. Là. C'était pas des rockstars, c'était des gens qui nous montraient à faire des recettes. Après ça, il est arrivé des... Jeanne Benoît. Les Jeanne Benoît, puis Paul Martin. Puis, là, aujourd'hui, c'est des vedettes. C'est des rockstars. C'est ça, il est arrivé on a fait ça un petit peu avec l'intelligence. Les dragons. Les Shark Tank. Dragon's Den au Canada, qui est l'original de tout ça, finalement. Et puis, donc, c'est devenu très, très, très sharp. Puis là, les réseaux sociaux, là, on voit des gens, des influenceurs qui se filment au volant d'une voiture, puis là, dans un avion, puis... Mais l'avion, jamais en va, là, tu as remarqué? Puis l'auto, elle roule jamais non plus, tu sais. Pour 50$, Gilles, tu me permets-tu de m'asseoir dans ton auto, faire une vidéo, tu sais? Okay. Me la péter un peu. Il y a beaucoup de pétage de bretelles, là, puis de brou, puis fait que tout le monde est riche. C'est le 5 à 7 de le 25 ans. 5 à 7 de le 25 ans, tout le monde gagnait 100 000 et plus, puis tout le monde Jean Bottin au golf à l'époque. Quand je dis à mes enfants, je voulais-vous savoir la différence? Premier niveau, quand moi j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, donc il y a 50 ans, quand je prenais mon vélo et j'allais me promener dans mes rues à Loretteville, quand j'arrivais devant une très belle maison avec un très beau char, un Cadillac, quelque chose comme ça, c'était soit le médecin, soit le dentiste, soit le notaire. Oui. Il n'y a personne qui faisait semblant d'être riche. Tu étais riche ou tu l'étais pas, ou tu étais dans la classe moyenne comme tout le monde. Tu avais des fois une piscine creusée, et ça, c'était grave. Là. Ou la plupart des gens n'avaient pas de piscine, mais on essayait d'être amis avec le fils du médecin qui avait la piscine creusée. Il rit, mais c'était comme ça. Oui. Il n'y avait pas... La société se divisait par les classes selon les emplois. Ça a changé, heureusement, dans certains cas, heureusement, mais...
J'ai dit à mon fils, si tu veux faire va-t'en dans un secteur, soit de Sainte-Foy, Vanier, où il y a plein de blocs appartements. Va voir, les blocs appartements, c'est assez singulier, là, tu sais. Bon, en fait, c'est pas singulier, c'est assez semblable d'un à l'autre, OK, on se comprend. Mais si tu veux voir, puis comme tu peux pas transporter ton bloc sur tes épaules, qu'est-ce que tu transportes? Ta voiture. Ta voiture. Fait que ton standing, fait que tu vois des chars là, qui valent 40, 50, 60 000 dans des blocs appartements où tu dis, oh, de dehors, ça sent le steak, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, je suis dans le cliché. Non, mais c'était comme ça. Et c'est aujourd'hui, on fait croire à tout le monde que tout le monde est pareil, tout le monde est riche pareil. C'est pour ça qu'il y a tant d'anxiété, tant de problèmes et tant de... Tu le sais, là? Ça va tout ensemble. Écoute, je vois des maisons, des fois, là, puis il y a 150 000 de taux dans le cours. C'est à 2 voitures. Oui, deux chars. C'est facile aujourd'hui, là. Puis là, je regarde ça, je me dis, oui, ils ont des bonnes jobs, mais c'est 2 000 par mois, là. C'est trop d'argent. Ça n'a pas de bon sens. C'est juste trop d'argent quand tu regardes ce que ça te donne. Fait que on est... Les entrepreneurs, c'est devenu ça. C'était cher. Le rêve. C'était cool, le rêve, c'était le fun. Il donnait 2-3 conférences, le monde les applaudissait. Puis d'ailleurs, on a vu au Dragon, puis je ne veux pas nommer de nom, là, mais des gens qui finalement pensaient qu'ils étaient riches puis qu'ils ne l'étaient pas. Non. Puis pas juste une fois, là. C'est arrivé plus d'une fois. Fait que c'est de l'extérieur, là, c'est toujours une belle vitrine. Ça paraît bien, ils n'ont pas d'enjeu, ils n'ont pas de problème. Et l'autre chose aussi, c'est que tantôt, je fais un lien, si tu me permets, parce que tout est dans tout, mais on parlait des aides tantôt. Oui. Leur idée de partir à leur compte n'est pas là du tout. Trop grand risque. Trop grand risque. Ils aimeraient ça. Ils aimeraient la popularité, la résultante, mais ils ne sont pas prêts à faire le travail. OK. L'intelligence artificielle va permettre à beaucoup de gens de se lancer à leur compte plus facile. Je peux faire un site Internet aujourd'hui en pas grand-chose. Je peux avoir un adjoint. Je peux me partir assez facilement. Mais ce ne sera probablement pas les aides qui vont le faire. Ça va être les X qui disent « Hey, sais-tu quoi? J'ai une opportunité de... Ça fait longtemps que j'en parle, là, puis là, j'ai l'opportunité de le faire à ce niveau-là. » Les Y aussi, les milléniaux, il y en a qui 30 à 50 vont le faire. C'est ça, plus. Exactement. Il y a cette volonté-là. Alors, on voit ça. Donc, l'entrepreneuriat est peut-être facilité, mais il y a moins de gens. Et tantôt, on a parlé... Si je reviens, on a dit manque d'initiative, on a parlé de confiance fragile, on a parlé de faible résistance au stress pour les aides. C'est 3 ingrédients qui sont mis que tu utilises tous les jours quand tu es entrepreneur. À tous les jours, il faut que tu fasses preuve d'initiative. À tous les jours, tu as du stress. À tous les jours, faut que tu fasses, faut que tu sois capable d'être confiant dans tes décisions, dans ce que tu fais, dans tes initiatives. Je ne sais pas comment ça va aller, mais j'ai l'impression que l'entrepreneuriat va diminuer et les chiffres tendent à nous montrer ça aussi. Écoute, on a une liste longue de même pour la prochaine chronique. C'est fantastique. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Les gens ne savent pas, là, mais on a mis quelques sujets en blanc. On en garde. Exactement. Salut, Simon Saint-Hilaire.